Bonjour à tous, aujourd'hui pour cet épisode de Subjectif, premier épisode, nous avons un invité d'honneur si je puis dire. Alors, la présentation en question. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais, qui Invité tu es? d'honneur, n'exagérons rien. Alors moi je m'appelle Florian, aussi appelé Netchekou sur les réseaux sociaux. Je suis journaliste entre guillemets pour le site PlayStation Inside, dans lequel je suis directeur du pôle interview. Donc en gros, je m'occupe de discuter, de faire des interviews avec des développeurs français indépendants. L'objectif étant de mettre en place justement un programme pour essayer de faire connaître le plus possible les développeurs indépendants. Puis j'écris aussi des dossiers, j'écris aussi quelques vidéos pour des youtubeurs ou pour des vidéastes qui ont besoin d'écrits sur des sujets en particulier par rapport aux jeux vidéo. Et à côté de ça, moi j'ai plusieurs émissions, deux podcasts, un podcast sur les jeux vidéo qui s'appelle Trace, dans lequel je discute avec des acteurs du jeu vidéo, et j'avais eu l'occasion de discuter avec Tristan Alric, qui est C'est donc le ça. compositeur du fabuleux jeu que nous allons évoquer ensemble pendant cette émission, qui s'appelle Bug Fables. Mais voilà, il n'y a pas que des développeurs, il y a aussi des membres d'associations, il y a aussi des gens qui travaillent de manière transverse dans le domaine du jeu vidéo. Et puis à côté de ça, je suis ornithologue, c'est-à-dire que je parle d'oiseaux. J'anime un podcast qui s'appelle Le Courrier de la Sterne, qui est le premier podcast francophone sur les oiseaux. Et à côté de mes activités d'ornithologue, j'écris aussi sur les oiseaux dans le jeu vidéo. Et j'ai eu l'occasion notamment de sortir une étude scientifique, entre guillemets, dans un journal américain qui s'appelle International Journal of Avian and Wildlife Biology, où je revenais sur la place des oiseaux dans le monde du jeu vidéo, à quoi cette place était due, quand est-ce que ça a commencé d'avoir une bonne place pour ces oiseaux-là, comment était leur place au tout départ, et comment il y a eu cette évolution qui s'est faite au fur et à mesure du temps. Voilà un petit peu pour ma présentation qui est un peu longue, j'en conviens, je suis désolé. Oh, Je fais beaucoup de pas de choses. soucis, non mais c'est très bien, hein. C'est très bien, au contraire ça intéressera les gens si jamais ils veulent se renseigner un peu sur toi et tes activités. Donc, faut Eh pas ben hésiter écoute, aussi, le temps est là pour ça. Alors donc oui, on s'est rencontrés justement parce que j'avais vu ton interview du compositeur de Bug Fables, Tristan Alric, absolument. c'est ça. Euh, Parce que alors évidemment après avoir fini le jeu, je me suis intéressé énormément aux développeurs et aux équipiers en fait euh, du jeu, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a énormément intéressé, et c'est là oui que tu m'as proposé si jamais éventuellement tu voulais qu'on discute, enfin je voulais qu'on discute euh, qu'on discute du jeu, donc on en est là voilà sur Subjectif. Et justement, est-ce que tu te rappelles un peu, toi, un minimum de ton premier rapport avec le jeu? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur Bug Fables? Le hasard. Euh, Totalement le hasard. Je découvre le jeu en 2020, il sort en 2019. À l'époque, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je pirate mes jeux. C'est pas bien, je sais, il ne faut pas le faire. Mais à l'époque, voilà, je pirate certains de mes jeux. Et je tombe, voilà, je fais quelques créations qui sont très sympathiques. Et puis je découvre ce jeu qui paye pas de mine, quoi. Je fais, bah tiens, un Paper Mario-like avec des insectes. J'aime bien la proposition de départ. Je me dis, je vais me lancer. Je pense que je vais passer un bon moment dessus. Ce sera pas le jeu de l'année, quoi. Ce sera pas le jeu de la décennie et tout ça. Et puis voilà, je lance le jeu avec beaucoup de difficultés parce que pirater des jeux c'est facile, mais lancer des jeux piratés c'est compliqué. Mais tout ça pour dire que une fois que le jeu est lancé, avec difficulté, j'y joue, je prends du plaisir, je fais ouais, c'est un jeu sympa, il a des bonnes idées, etc. Et puis par la suite, vers la moitié du jeu, je fais ok, là on a quelque chose d'extraordinaire, quoi.
On a quelque chose qu'on voit pas souvent dans le jeu vidéo. Et ouais, j'en ai parlé à mes amis, je leur ai dit ouais, allez jouer à ce jeu, il est incroyable. Et mes amis ont fait ouah, franchement, ça ressemble à Paper Mario mais avec des insectes. Et puis mes amis ont fait oh, c'est incroyable, allez jouer au jeu. Ah, c'est vrai que donc, j'ai découvert le jeu à peu près aussi en 2020. Alors j'ai mis énormément de temps à le finir parce que je l'ai fini cette année quand même. Ah ouais. En fait, au début, j'avais plutôt dans la logique de me dire bon, je vais le faire progressivement, petit à petit, au fil du temps. Et donc, un peu comme toi, arrivé à la moitié du jeu, donc en cette belle année de 2024, il m'a été difficile de m'arrêter. Tout de suite, le potentiel du jeu arrive et c'est vraiment difficile de s'arrêter. C'est vraiment un très bon jeu. Et donc moi, dans mon cas, oui, je l'ai découvert vraiment par hasard comme toi, parce que je suis, alors peut-être que tu connais, Game Metal, une chaîne Oui, qui fait des covers metal. Il avait fait une cover d'ailleurs du boss. Bah c'est ça justement. Et j'ai découvert Bug Fables avec son premier cover. Et je me suis dit, bah tiens, ça a l'air intéressant, ça ressemble à Paper Mario, donc un de mes jeux préférés aussi. Forcément, ça va le faire. C'est les grands fans de Paper Mario. Mais ce qui est super intéressant, c'est que. Et j'avais déjà fait un podcast pour parler de Bug Fables, mais justement avec ses amis avec qui j'avais recommandé le jeu. Et on en faisait la conclusion que ils pouvaient faire un simple Paper Mario-like, et ils avaient déjà un très bon jeu en fait, parce que le jeu est très solide. Mais c'est tout ce qu'ils rajoutent derrière. Tout le contenu additionnel, tout le système de combat, de médailles qui est complètement craqué. C'est dingue. Quand nous on discutait du jeu, on disait ah ouais, moi j'ai un système une façon de gérer les combats avec des objets. Et puis quelqu'un disait ouais non mais moi je préfère attaquer avec un seul perso. Puis moi je disais bah moi j'attaque avec Berserk. Puis quelqu'un arrivait et disait ouais bah moi je préfère utiliser Leaf en soutien des deux autres. C'est-à-dire que toutes les personnes à qui j'ai discuté de Bug Fables ont un rapport très très différent du jeu. Et ça c'est assez unique parce que bah on est dans un jeu qui est quand même assez linéaire dans son approche, puisque le jeu se découpe en chapitres. Le jeu t'offre progressivement la liberté en fonction du chapitre dans lequel tu es. Mais à côté de ça, bah, tu as tout l'aspect annexe et tu as tout un aspect d'improvisation, presque de gameplay émergent, on pourrait appeler, permis par toutes ces subtilités. Et puis il y a un truc qui est assez dingue, c'est que le jeu est d'une profondeur inattendue. À chaque fois que tu crois que c'est fini, bah il y en a encore. Allez, vas-y que je te mets un jeu de cartes, et vas-y que je te mets des bornes d'arcade, et vas-y que je te mets un dungeon crawler. Ce jeu ne s'arrête jamais, quoi. C'est vrai que c'est un truc que tu dis, qui est assez impressionnant. C'est à quel point l'expérience change énormément d'un joueur à l'autre. Ça c'est un potentiel que tu ressens déjà avec le système évidemment de médailles qui est repris de celui des badges, qui permet vraiment de customiser son expérience de combat. Mais avec toutes les quêtes secondaires que tu fais un peu dans l'ordre que tu veux et tout, t'as vraiment un choix constant en fait de qu'est-ce que tu veux faire, malgré le fait que c'est un jeu linéaire quand même. C'est assez phénoménal en fait. Non mais c'est totalement ça. Et puis tu parlais des systèmes de badge de Paper Mario. C'est une des idées qui a été reprise pour Bug Fables, mais à chaque fois ils sont allés au-delà, quoi. À chaque fois tu sens que ils n'ont pas développé un jeu parce qu'ils étaient juste fans de Paper Mario, la porte millénaire notamment. Ils ont développé un jeu en disant ok, Paper Mario, la porte millénaire fait ça, qu'est-ce que nous on pourrait faire pour l'améliorer? Et c'est comme ça que tu te retrouves avec 3 personnages jouables, que tu te retrouves avec quasiment aucun partenaire. Je dis quasiment parce que en réalité il y en a un bonus. Oui, c'est là que tu te retrouves avec ce système de médailles qui est complètement fumé si tu sais l'utiliser. Et il y a des médailles, tu te dis mais attendez, une médaille qui m'empoisonne, et à quoi ça va servir tout ça? Et en fait tu te rends compte qu'en faisant des compositions de médailles, tu vas pouvoir complètement cramer le jeu, quoi.
un truc tout bête, c'est que tu équipes la médaille poison qui t'empoisonne. Donc tu perds un PV à chaque tour. Et t'as le copium, enfin t'as l'opposé qui te permet justement de gagner des points cœur à chaque tour. Et là déjà, tu vois, tu peux déjà compenser quelque chose. Et tu vois que, ok, si il y a par exemple des badges qui disent si tel personnage est en statut, en altération de statut, et bien l'attaque augmente ou ce genre de choses là. Et avec tout ça, tu composes des trucs de fou, mais il n'y a pas que le système de combat qui est dingue, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ah, bien sûr. Mais moi, c'est vrai que du coup, c'est la réflexion que je me faisais justement quand donc j'étais en train de réfléchir à mon expérience de jeu pour cet épisode de Subjectif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un début de jeu assez mou, dans le sens où il m'a fallu quand même 4 ans avant d'un seul coup me dire allez c'est parti on y va. Et pas tant que c'était... l'expérience était déjà très très cool. Mais en fait il y a vraiment cette sensation, tu l'as un peu dit justement avec l'idée de profondeur. C'est en fait à chaque fois que tu termines un chapitre, t'as l'impression de déverrouiller le double de contenu. Et toujours plus en fait. Je me rappelle quand j'ai terminé le chapitre 4 justement. Et là tu déverrouilles la clé pour aller dans le labo de Snake Moth. Moi, faut savoir qu'à chaque fois que je déverrouillais un nouveau truc, je me sentais obligé de refaire tous les niveaux pour essayer de trouver les petits secrets qui étaient glissés par-ci par-là. Et donc ouais, je me rappelle du coup le moment où tu débloques le labo de Snake Moth. Au début tu te dis bon, ça va être intéressant, on va découvrir l'histoire, c'est cool. Et tu débloques optionnellement, c'est obligatoire, mais je veux dire, en plus de tout ça, tu débloques dans le donjon la capacité, entre guillemets, de surfer. Tu peux poser des pics pour te déplacer sur l'eau. Mais là, tu réalises en tant que joueur la puissance de ce pouvoir et toutes les zones que tu viens de déverrouiller. C'est incroyable. C'est ça. Mais faut se dire que la première zone du jeu, la toute première zone du jeu que tu traverses, justement, tu parlais de ce pouvoir pour geler l'eau, pour créer des plateformes sur l'eau. Il y a un boss secret. Et c'est le jeu te le dit pas. Enfin, le jeu, il y a un personnage qui te dit oui, tu peux aller par là ou ce genre de choses là, mais il y a énormément de choses qui sont optionnelles. Et tu parlais du fait du laboratoire. Le laboratoire, non seulement il est optionnel pour obtenir un pouvoir, il est optionnel pour battre un boss. Mais je crois que d'ailleurs, ce pouvoir, tu l'obtiens en battant le boss, si je dis pas de bêtises. Mais ça fait longtemps que j'ai pas rejoué au jeu. Et tu déverrouilles aussi du lore. Et on pourrait se dire, le lore de Bug Fables, au départ, c'est juste des insectes, etc., etc. Mais en vrai, c'est tellement plus que ça. Et c'est en lisant les livres de lore que tu vas te rendre compte que les développeurs, ils ont tellement potassé leur idée, quoi. Au départ, ça devait être un livre, si mes souvenirs sont bons, ou une BD, quelque chose comme ça. Et c'est en lisant les livres de lore, les lore books que tu trouves au fur et à mesure du jeu, t'en as 26 à récolter, que tu comprends ce qu'on pourrait considérer comme des aberrations. Un truc tout bête, les abeilles dans le jeu ne volent pas. Ça, c'est expliqué dans les lore books. C'est dingue. C'est-à-dire que on en est arrivé à un point où les développeurs expliquent des choses qui sont mineures, que certains pourraient considérer comme des incohérences, et les développeurs font haha, c'est pas une incohérence parce qu'on a une explication rationnelle. Et le jeu fait tout le temps ça. Pourquoi Leaf au tout début il a le pronom nous, c'est expliqué plus tard. Voilà. Tu te dis attends, c'est pas possible, il y a une erreur de traduction quelque part ou des choses comme ça. Non, c'est expliqué. Et il y a tellement de trucs qui sont bien faits, mais on part dans tous les sens là. Ce serait comment dire beaucoup trop compliqué de se cadrer vis-à-vis de tout ce que le jeu offre. Oui, c'est ça. Alors, je voulais en parler, ça c'est un point où je pense que j'ai un avis, on va dire, un peu controversé. C'est par rapport à la direction artistique. C'est-à-dire que j'ai vraiment subi une évolution au cours de mon jeu sur la direction artistique. Et au début, donc, quand j'ai commencé Bug Fables, j'étais pas forcément très attiré par la direction artistique. Là où je dis,
ça peut être un peu controversé. Et en fait, c'est petit à petit en jouant que je me suis vraiment rendu compte du potentiel qu'elle avait, notamment au niveau des animations, parce que c'est un style artistique assez simpliste, du coup c'est des dessins un peu enfantins. Mais en fait justement, et moi je trouve aujourd'hui que c'est une très grande qualité du jeu, sa DA, c'est la possibilité de vraiment créer... tous les personnages ont beaucoup d'émotions, les boss, etc. sont vraiment animés, et c'est vraiment un jeu qui respire, entre guillemets, la joie de vivre. Bon, pas que du coup, mais c'est vraiment un jeu qui est très émotif, et c'est super agréable. Et ça, ouais, je m'en suis rendu compte pendant que je jouais, et la direction artistique est au final vraiment assez impressionnante, quoi. Après, la direction artistique, sincèrement, c'est pas le truc qui m'a le plus dérangé ou que j'ai le plus apprécié dans le jeu. Elle se tient, les décors sont lisibles. Il y a quelques trucs un peu moches, comme par exemple les pics dans la deuxième zone, tout ratatiné sur le sol là. Ça aurait pu être un peu plus joli. Mais en dehors de ça, le jeu est quand même très très. Le jeu a son identité, quoi. Le jeu a son identité, qui est vraiment tenu sur Paper Mario, mais qui arrive quand même à avoir un petit grain de couleur assez caractéristique, que pourrait avoir d'autres que n'ont pas finalement d'autres jeux. Mais je pense que ce qu'il faut retenir le plus, c'est le fait, comme tu dis, que le jeu a son plus qu'une identité graphique, il a une identité caractéristique, c'est-à-dire que des personnages sont reconnaissables, les lieux, pareil, sont facilement reconnaissables aussi. Je veux dire, quand tu joues à Bug Fables, quand tu vois du Bug Fables en image, tu sais que c'est Bug Fables. Et ça, c'est une des premières qualités de n'importe quel jeu, c'est d'avoir sa propre identité. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, tu fais « Ok, c'est ce jeu et pas un autre ». C'est pas, par exemple, c'est souvent la caricature qui est faite, mais tous les FPS des années 2010 qui se ressemblaient, quoi, tu vois. C'est, tu prends un screenshot de Call of Duty Black Ops, pas capable de dire s'il vient de Black Ops ou s'il vient de Modern Warfare 2 ou autre, quoi. Donc oui, non, c'est vraiment la première qualité des jeux. Après, moi, je suis jamais regardant trop sur la direction artistique. Moi, ce que je regarde surtout, c'est que le jeu, il a son identité et qu'elle est très bien développée au travers de ses personnages, au travers de son écriture, au travers de son univers. On l'a vu avec les lorebooks. Et puis, il fonctionne très bien. Justement, ouais, l'écriture des personnages, c'est vraiment un truc qui est très très cool dans Bug Fables. Très très travaillé, moi, je me rappelle en particulier d'un moment qui m'avait beaucoup touché, c'était la quête de vie. On met beaucoup de temps à réaliser, notamment en plus avec le moment où il faut aller à Metal Island. Alors que la quête, on te la donne au chapitre 4, tu te dis quand est-ce que je vais enfin pouvoir le faire, et vraiment, la récompense, vraiment ça en vaut la peine, parce que c'est vraiment un moment touchant de... Alors qu'on parle de Metal Island, mais tu peux y aller assez vite dans le jeu. Alors moi, justement, j'ai mis énormément de temps à accéder à Metal Island. Il faut payer 300 baies, mais tu peux aller à Metal Island, je t'assure. Dès le début du jeu, dès le deuxième chapitre, tu peux te rendre à Metal Island si t'as assez de thunes, quoi. Ouais, non, c'est ce que j'en ai déduit après, parce que du coup, moi, je suis allé à Metal Island que lorsque j'ai débloqué le sous-marin. À la fin, à la fin du jeu. Oui, non, mais c'est... L'écriture des personnages est fantastique déjà parce qu'on a 3 personnages qui sont complètement différents. Vi qui va être un peu la Jones du groupe, avec des phrases assez tranchantes. Kabu qui va être un peu plus le protecteur, et Liv qui va être un peu le John Travolta du groupe, en mode mais qu'est-ce que je fous là, moi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que tu vas avoir une évolution des personnages au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'au départ, Vi va être en mode ah ouais, bon, on vous aide, mais n'oubliez pas de nous donner des baies, hein, qui représentent l'argent du jeu, tu vois. Et il y a vraiment tout ce rapport qui va se faire. Il y a plein de vannes qui vont circuler là-dessus, en mode
en mode ah mais n'oubliez pas de nous donner des baies pour ce qu'on a fait, etc. Puis dans un des dialogues, il y a Kabou qui fait non. Et c'est vraiment il y a des moments comme ça qui sont hilarants, mais il y a une vraie progression des personnages. On parlait de Leaf, mais pareil pour Kabou, on apprend pourquoi justement il est aussi protecteur que ça. Vi, on apprend pourquoi elle est aussi pingre que ça. Et puis pareil, il y a une évolution du personnage. Mais je crois que c'est dans sa quête justement où à un moment donné elle dit non mais je te demanderai pas d'argent en échange d'une peluche ou un truc comme ça, je sais plus. Oui, Mais il me semble tout que ça pour c'est dire que on n'a pas juste des personnages qui sont écrits, on a des personnages qui évoluent au fur et à mesure de leur écriture. Et ça aussi, c'est un truc qu'il voulait absolument faire par rapport notamment à Paper Mario La Porte Millénaire, où il trouvait que notamment les sidekicks de Mario n'avaient pas forcément de backstory très intéressante. Tu prends la backstory de Koupek, tu vas affronter du coup le Carbocro pour libérer son père, mais en dehors de ça, t'as pas spécialement de backstory supplémentaire vis-à-vis du personnage. T'as pas de backstory non plus pour Viviane, même si tu sais que voilà, je crois que c'est évolue, il évolue puisque le Viviane est trans dans un environnement un peu toxique, mais t'as pas la backstory du personnage en tant que tel. Buck Fables lui prend vraiment ce temps-là pour comment dire, évoluer, prend ce temps pour justement faire prendre conscience que ces personnages ont certes un point de départ, mais aussi un point d'arrivée. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ils n'étaient pas obligés de faire, et c'est quelque chose qu'ils font. Et il y a un autre truc qu'ils n'étaient pas obligés de faire, et que ils ont repris de Paper Mario La Porte Millénaire, j'ai l'impression. C'est le fait que lorsque tu rentres dans une ville ou que tu es proche d'un personnage, tu vas pouvoir avoir des informations complémentaires sur ce personnage ou sur ce lieu en question. Mais ce qui est formidable, c'est que ça évolue au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que en fonction de ce qui s'est passé, par exemple, tu as affronté un boss, ou tu as rencontré un personnage en particulier, eh bien les dialogues vont évoluer, et ça doit être une tare pour les gens qui font la traduction française, puisqu'il y a une traduction française qui avait été commencée il y a 3 ans, je sais pas où ils en sont. Mais voilà, à mon avis, ça doit être compliqué d'écrire là-dessus et de se faire tous les dialogues. Mais ça, pareil, ils n'étaient pas obligés de le faire. Je veux dire, tu rentres dans un lieu, tu rentres dans la ville, par exemple, du royaume des abeilles. Tu as juste la narration environnementale, donc tout le décor qui va te faire comprendre un petit peu qui tu vas avoir en face de toi, quel est le lieu que tu vas avoir, etc. Mais non, les développeurs, ils sont en mode, non, mais on va rajouter des lignes de dialogue, etc., pour donner encore plus de sens, encore plus de corps et de profondeur à notre univers. Et un dernier point par rapport à l'écriture, tu as un système d'indices, comme dans Paper Mario comme dans Paper Mario en fait, qui te permet d'avoir des informations sur les ennemis que tu rencontres. Ce système d'indices, tu pourrais l'avoir de manière unique, mais non, chaque personnage a son indice. C'est-à-dire que si tu vas indiquer le personnage avec Vi, bah c'est Vi qui va parler. Si tu vas indiquer l'ennemi avec Kabou, c'est Kabou qui va parler. Les phrases ne vont pas être les mêmes. Et on pourrait se dire, mais c'est pénible parce qu'il faudrait indiquer tous les ennemis avec Vi, Kabou et Leaf. Non, une fois que tu as indiqué un ennemi avec un des personnages principaux, les 3 fenêtres de dialogue s'ouvrent. Et là, encore une fois, c'est des trucs c'était pas obligé de faire. Et ils l'ont fait, quoi. Enfin, on s'en rend pas compte quand même, mais c'est dingue ce qu'ils ont fait. Et on rappelle, c'est leur premier jeu. Hein. C'est pas des vétérans de l'industrie ou ce genre de choses-là. Donc c'est ce qui rend l'exercice encore plus extraordinaire à mon sens. Ah, vraiment, oui. Moi, je me rappelle parce que du coup, j'ai passé énormément de temps à reparler un peu à tout le monde vers la fin de jeu pour faire toutes les quêtes secondaires. Et tu te rends compte vraiment, ouais, même en fin de jeu, quand t'as tout fini, il y a toujours des changements de dialogue par rapport à quand t'as fait telle ou telle quête secondaire. Et au final, tu prends toujours plaisir à te balader et à parler à tout le monde parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Ça me fait penser, alors c'est un détail tout petit du jeu, mais je trouve que ça montre toute l'attention qu'il y a au détail. C'est l'histoire de la peluche de Kabu. Que
tu l'as depuis le début du jeu, tu peux la mettre partout. À chaque fois, il y a un petit dialogue drôle dessus. Et vraiment, pendant 80% du jeu, tu ne sais pas si elle va te servir un jour. Tu te dis, ouais, c'est juste une blague. Et à la fin, tu parles juste à un PNJ comme ça dans la ville des termites. Et on te propose de la donner. Alors ça, c'est... Non, mais il y a te des dis, trucs. c'est incroyable. Il y a des trucs de fou au niveau de l'écriture des personnages, comme on l'a dit. Les quêtes annexes, pareil, elles sont dingues. Alors, il y a du FedEx un petit peu, mais encore une fois, un truc que fait Bug Fables, que font pas de beaucoup de jeux, et faites-le, bon sang. T'es pas obligé de valider la quête pour pouvoir trouver l'objet en question, pour pouvoir faire en sorte que y ait le truc qui s'active, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, t'as un chapeau que tu dois trouver à un moment donné au tout début du jeu, qui est une des premières quêtes annexes que tu fais. Le chapeau, tu peux le trouver très facilement en te baladant. Et lorsque tu vas rencontrer le PNJ, que tu vas prendre la quête, le PNJ va faire « Oh bah mon chapeau !» Tu vois. Et ça, c'est des trucs c'est des pièges, mais très faciles à éviter, où la très très grande majorité des jeux vidéo tombent dedans, ce qui est infernal. Là, je joue à Sea of Stars, et visiblement Sea of Stars a pris le même chemin que Bug Fables, heureusement d'ailleurs. Mais tu joues à certains jeux, c'est des jeux qui n'ont pas retenu la leçon. C'est des jeux qui n'ont pas retenu la leçon. Et ça, mais c'est témoignage d'une extraordinaire maturité, de compréhension de comment on fait un jeu, de comment on réussit à le rythmer. Il y a un tunnel aussi, il y a un système de tunnel pour pouvoir te déplacer plus vite d'un point A à un point B, moyenne en finance toujours, mais quand même un système de tunnel. Et pareil, ce système de tunnel, il te permet de voyager de part et d'autre du royaume avec une facilité déconcertante, ce qui fait que les quêtes annexes, bah non seulement tu les apprécies, mais en plus tu les enchaînes, parce que tu sais que tu vas pas passer 10 000 ans à chercher un truc au fin fond de la campagne pour le ramener ensuite au fin fond du désert ou ce genre de choses là. C'est juste brillant, quoi. Et pareil, les lieux en question sont très restreints. On est sur 3-4 salles maximum que tu traverses au fur et à mesure des chapitres. Donc, ce qui fait que ton rythme de jeu, il est parfaitement cadré, parfaitement séquencé, et tu peux très très facilement, passer d'un chapitre à un autre ou d'une situation à l'autre. C'est vraiment moi ce qui me marque dans Bug Fables, plus que la qualité du jeu, c'est que les développeurs, comme je l'ai dit, qui sont nouveaux dans le domaine, ont juste réussi à éviter tous les pièges dans lesquels la très grande majorité des jeux tombent. Et c'est aussi pour ça que moi je considère Bug Fables comme un grand jeu. C'est que c'est un grand jeu parce que c'est un jeu qui réussit là où tous les autres ont échoué. C'est-à-dire que sur les menus détails, sur les choses que tu vas forcément pointer, qui vont être des tares ou des choses que tu vas voir dans énormément de jeux, Bug Fables va faire non, nous on a évité ça. Nous on a fait autre chose. Nous on a essayé de faire un truc différent. Oui, alors on a fait des quêtes annexes, mais on a rendu ces quêtes annexes intéressantes parce que on a eu l'idée de faire ce système de tunnel. On a fait du système annexe qui est partie intégrante du jeu. Ça aussi c'est dingue, quoi. Le système de cartes par exemple. Tu pourrais te dire, non mais le système de cartes, ok, c'est sympa. Le système de cartes, il est lié à l'indic. Donc c'est-à-dire que plus tu indiques de monstres, plus tu as de cartes dans ton deck. Et ça coule de source parce que c'est un truc, l'indic, que tu fais tout le temps, en fait. Et si tu rates l'indic, eh ben le jeu a quand même prévu un truc pour que tu le fasses. Enfin, on ne se rend pas compte à quel point Bug Fables, c'est quand même un truc de malade, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent sans quasiment aucune expérience, et toi, tu joues à ce jeu, tu fais, c'est pas possible. C'est des vétérans qui ont fait ça. C'est des mecs qui ont 25-30 ans d'expérience qui ont fait ce jeu. Et à côté de ça, dans un autre registre, t'as un Yooka-Laylee qui est sorti en 2017, qui est fait par des vétérans de l'industrie, qui est un jeu de plateforme 3D qui se base sur Banjo-Kazooie. Tu y joues, tu fais, c'est pas possible. Les mecs ont pas compris leur jeu. C'est buggé.
c'est comment dire, il y a d'énormes pans du jeu, de structure du jeu qui sont mal agencés, qui sont mal expliqués, et tu te retrouves finalement à te dire, attends, les mecs ont vraiment réfléchi à ce qu'ils voulaient faire. Parce que d'un côté, on a la volonté de prendre Paper Mario, la série au Paper Mario la porte millénaire, et d'en faire un jeu qui est différent mais qui est un hommage. De l'autre, on a la volonté de prendre Banjo-Kazooie et d'en faire un hommage qui s'appelle Yooka-Laylee. Sauf que Yooka-Laylee, lorsque tu joues au jeu, tu te rends compte que les mecs, ils ont déjà pas compris leur source d'inspiration. Parce qu'à partir du moment où tu prends un univers qui est gigantesque, comme celui de Yooka-Laylee, avec des mondes qui sont extraordinairement grands, mais des fois tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir fait un univers aussi grand? T'es pas dans Banjo-Kazooie. T'es dans un autre jeu, t'es dans Banjo-Tooie, t'es dans Donkey Kong 64, mais t'es pas dans Banjo-Kazooie. Et à partir du moment où déjà tu comprends même pas ce que t'essayais de faire, comment tu veux faire un bon jeu? Et Bug Fables, ils arrivent avec, ok, on va faire un hommage à Paper Mario, et non seulement on va faire un hommage à Paper Mario, j'ai l'impression de me répéter, mais on va prendre tout ce que Paper Mario faisait en bien, tout ce que Paper Mario faisait en mal, et on va le mettre dans notre jeu. Et au final, ce qu'ils ont fait, c'est juste un sans faute. Et c'est pour ça que moi je considère que c'est un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années, c'est parce que aujourd'hui, Bug Fables, c'est un jeu sur lequel je n'ai quasiment aucun défaut. Structurel, il est parfait. Artistiquement, ça se discute, mais moi je le trouve excellent. Au niveau du scénario, c'est très classique, mais c'est très efficace. Au niveau de l'écriture de ses personnages, au niveau de ses combats, au niveau de son système annexe, au niveau de sa générosité, c'est un sans faute. Et c'est pour ça que je considère que c'est pour moi une masterclass de ces 10 dernières années, quoi. C'est Bug Fables meilleur qu'Elden Ring, Change My Mind, tu vois. Non, je suis plutôt d'accord avec toi, avec cette idée, oui, vraiment, c'est assez impressionnant comment la plupart, même quasiment tous les aspects en fait, du jeu sont aussi bien réussis. Je pense, alors c'est un détail, pareil, c'est plein de petits détails auxquels je parle, mais à pas mal de moments dans le jeu, quand on essaye de t'aiguiller, on te le fait toujours sous forme d'énigme avec où il va parler à telle personne. Alors j'ai pas d'exemple en tête là, mais celui qui est un peu dans l'ombre, quelqu'un qui fait un peu des trucs illégaux, genre de trucs. Et si tu veux, t'as fait toutes les villes du jeu, donc des PNJ t'en as vu plein. Mais à chaque fois, même si on te donne juste le nécessaire, moi j'ai jamais eu de problème avec. T'arrives à te souvenir, quoi. C'est ça, t'arrives à trouver où est-ce qu'on veut t'emmener, alors que pourtant le monde est vaste, il y a énormément de PNJ, mais juste tout est fait pour que tu sois parfaitement aiguillé. Les trucs sont assez différents, les zones, les personnages sont assez différents, et les descriptions assez précises pour que t'aies juste la difficulté de réfléchir un peu, le plaisir de trouver, et c'est incroyable. Non, mais c'est formidable, et puis quand tu parlais de générosité, il y a des zones annexes, mais gigantesques. Dans le papier que tu m'avais préparé en conducteur, tu avais parlé de Tidal Worm, qui est un des boss, moi que j'ai découvert assez tardivement. Et ce boss, il est planqué dans la zone du désert, mais qui est planqué derrière un autre truc. Enfin, c'est inadmissible. C'est inadmissible de faire un truc aussi caché que ça, quoi. Et tu reviens tu découvres la zone, tu fais waouh, ils ont encore fait ça. Il y a des boss secrets et des fois pour y accéder, il faut que tu le mérites, quoi. On parlait de Tidal Worm, tu parlais de la quête de Leaf notamment. Il y a une zone dans Forsaken Lands, donc les terres interdites ou les terres oubliées, si on voulait le traduire en français, même s'il n'y a pas de traduction française pour l'instant. C'est un boss dans lequel tu arrives dans une espèce de ville, enfin dans une espèce de village, pardon, et tout est détruit et tu fais mais attends, du coup ça veut dire que je suis bien arrivé là, je suis bien arrivé au royaume des termites. Et en fait tu te rends compte que non, en fait c'est un boss qui est secret, quoi. Et ça c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que les mecs, enfin les mecs, ils se sont dit, venez, on va faire ça, quoi. C'est un jeu qui est tellement, qui a tellement de contenu, qui a tellement de choses, qui récompense toujours l'exploration, qui récompense toujours la curiosité, qui récompense. Et comme je l'ai dit,
c'est jamais des trucs où tu vas passer 3 heures à chercher. C'est des trucs que, voilà, en 3, 4, 5 zones, le jeu il balise un petit peu là où tu vas aller, et au fur et à mesure des pouvoirs que tu obtiens, tu vas pouvoir découvrir de nouveaux lieux, quoi, et c'est super intéressant. Et puis il y a toute la dynamique des combats, des badges, des médailles qui va pareil offrir autre chose, parce que les médailles, il y a des boss secrets, mais la grande majorité des médailles tu les obtiens en faisant des quêtes, parce que c'est aussi ça qui motive, c'est que voilà, la boucle de gameplay, elle se résume pas uniquement à juste chercher des artefacts, parce que l'histoire en gros c'est faut chercher des artefacts dans des lieux différents, même si en réalité ça va un petit peu plus se décanter vers la deuxième partie du jeu. Mais les badges, les médailles les plus intéressantes, les plus importantes, elles s'obtiennent lorsque tu fais des quêtes annexes. Comme les quêtes annexes, elles sont super intéressantes à faire, ou super sympathiques à faire, en tout cas elles ne prennent pas spécialement longtemps, tu prends plaisir à revenir dans les zones, donc tu prends plaisir à obtenir des médailles, donc tu prends plaisir justement à modifier ton build de combat pour pouvoir justement affronter tout ça. Mais le jeu, parfois dans le système de combat, enfin dans les boss que tu vas affronter, il va faire: ah ouais, tu pensais me truander en utilisant 400 fois la même méthode? Non, 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 mon chien, va falloir que tu trouves autre chose cette fois-ci. Il y a un boss par exemple, et justement mon ami qui utilisait les objets pour pouvoir affronter les boss, qui lui basait uniquement son système de combat là-dessus, il est tombé contre un boss, et le boss interdit l'utilisation d'objets. Donc il était dead. Il devait obligatoirement revenir à quelque chose d'autre. Donc non seulement tu as une personnalisation de ton aventure et de ton style de combat, mais en plus tu es obligé de le modifier. Et la seule fois où j'ai vu ça, c'est un jeu qui est de 1995 et qui s'appelle Chrono Trigger. Et Chrono Trigger, il est considéré comme l'un des plus grands RPG de tous les temps. Et sincèrement, je pensais, quand j'ai commencé le jeu, je pensais jamais faire la comparaison avec ce jeu. Mais c'est tellement l'âme, c'est tellement l'esprit de Chrono Trigger, avec ses différents personnages et comment fonctionnent les différents boss, parce que tu as des boss qui sont plus ou moins affines à certains types de magie, ou résistants à d'autres, ou ce genre de choses là. C'est typiquement cette construction là. La grande majorité des RPG, tu vas avoir ton équipe, et puis tu vas peut-être avoir une technique ou deux qui vont marcher, et basta, tu vas composer ton équipe. Dans ces jeux-là, tu peux pas composer de super stratégie comme ça. Et c'est encore plus valorisant lorsque tu lances le jeu en mode random. Et le mode random, parce que c'est là où on se rend compte de l'importance des médailles, c'est que tu vas dire: mais tout est randomisé. Non, juste les médailles sont randomisées. Et là, à partir de là, tu vas pouvoir faire des trucs. Le jeu est le système de combat est fou. Il y a la possibilité de baton pass comme dans Persona, donc de faire du transfert, c'est-à-dire que tu peux te transmettre la priorité d'attaque à un de tes persos. Celui qui va être en première ligne va faire un dégât de plus, donc il faut prendre ça en considération. T'as un système d'XP, et pareil, le système d'XP, lorsque tu obtiens 100 points d'expérience au début, tu fais: ah du coup faut peut-être que j'obtienne 101 points d'expérience maintenant. Et non, c'est 101 points, puis 102 points, puis 104 points, etc., etc. Donc il y a une évolution qui est différente. Le nombre de cœurs qui te sont alloués, ce sont 3 cœurs, mais ce sont pas 3 cœurs par personnage, ce sont 1 point de vie par personnage, puisqu'il y a 3 personnages, donc 3 points de vie en tout. Enfin, ce jeu est délirant, quoi. Ce jeu est délirant. C'est marrant du coup, oui, que tu fasses aussi ce rapprochement, comme tu as dit tout à l'heure, justement, ce rapprochement à Chrono Trigger. Parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti justement quand j'ai atteint la moitié du jeu. Ah, quand je suis content de pas être le seul du coup. Ouais, non, vraiment, j'ai ressenti la même chose. C'est en particulier, forcément, c'est ça m'y a beaucoup fait penser, les attaques combinées, etc. Mais même en dehors de ça, la synergie des 3 personnages fait beaucoup penser justement à ce côté de Chrono Trigger, où chaque combat, tu vas devoir personnaliser ton équipe pour t'adapter au combat. Moi, je rappelle que pendant une grande partie du jeu, partie où j'avais pas trop de mal, j'utilisais Kabu en front avec Berserk, Poison, tout ce que tu veux pour monter ses dégâts.
Et à un moment, malheur pour moi, je suis tombé sur un ennemi volant. Ça marchait vachement moins. C'est vrai que c'est un risque. Mais un truc tout bête, c'est que par exemple, si tu frappes un ennemi avec Kabou qui a la capacité de voler mais qui est au sol, celui-ci va se mettre à voler. Ça paraît con dit comme ça, hein, mais je crois pas avoir vu de RPG autre que Bug Fables le faire. C'est vraiment dans le souci du détail qu'on se rend compte que certains jeux sont vraiment fantastiques. Et Bug Fables, c'est que du souci du détail, quoi. Tout le temps, c'est que ça. C'est fou, quoi. C'est fou. Mais non, mais je suis content que tu aies fait le rapprochement avec Chrono Trigger parce que pour moi, c'est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Je vais pas jouer à tous les jeux de vidéo de tous les temps, mais aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs. Et quand j'y ai joué, j'ai compris pourquoi. Mais ouais, le système de combat, c'est une pierre angulaire de Bug Fables et il fonctionne très très bien. Et le jeu est en même temps pas si évident que ça, hein. Le jeu a quand même une bonne difficulté et c'est pour ça que je disais que le système de médailles, lorsque tu le comprends, il te craque complètement le jeu, quoi. Moi j'ai fait Berserk, sauf que moi je faisais Berserk avec vie. Du coup il y a des boss qui ont pas fait long feu, quoi. Mais au contraire, il y a des boss sur lesquels j'ai galéré, quoi. Genre le Dévoreur par exemple, qui est un boss ultra compliqué où tu te fais empoisonner, tu prends tellement de claques, c'est terrifiant. C'est un boss sur lequel j'ai énormément galéré, quoi. Mais à chaque fois que tu parles avec des gens, ils vont faire ah ouais mais moi j'ai pas galéré sur ce boss mais j'ai galéré sur celui-là. Ah ouais mais moi j'ai pas galéré sur ce boss mais j'ai galéré sur celui-là. Et ça c'est incroyable, quoi. J'ai l'impression de retrouver un peu ce qu'on avait vécu avec Breath of the Wild lorsqu'il était sorti sur l'exploration en mode ah mais il y a un désert, ah ouais moi je suis pas allé là, moi je suis allé dans la forêt, ah ouais moi je suis tombé sur un endroit où il y a tout le temps de l'orage, ah je suis allé dans la montagne, etc. Et moi j'ai toujours quand je discute avec quelqu'un qui joue à Bug Fables, j'ai toujours l'impression que il a joué à un autre jeu que moi, quoi. C'est dingue, c'est dingue. On manque de superlatifs pour qualifier ce jeu. Je n'ai pas de... 4 ans plus tard, je cherche encore un jeu qui lui succédera et pour l'instant il n'est pas encore arrivé. Donc... Non, oui. Au niveau des... justement, tu parlais voilà, des difficultés des boss, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est très agréable justement dans le contenu additionnel du jeu. Le fait de te permettre d'avoir plein d'affrontements qui changent vraiment du lot. Alors il y a les bounties, donc les quêtes de primes, qui sont des boss d'un tout autre niveau que la quête principale, qui font vraiment vraiment mal. Mais t'as aussi tous les boss de quête qui ont des mécaniques vraiment intéressantes. Je pense, moi le premier boss qui me vient en tête, qui est vraiment je trouve l'un des boss les plus particuliers du jeu, alors je me souviens plus de son nom, c'est dans le pays des cartes, le boss qui t'attaque avec des dés, et tous ses tours sont des attaques particulières et tout. Et ça, boss que j'ai trouvé, que j'ai fait vers la fin du jeu et qui a complètement ruiné ma stratégie, parce que il est capable de passer au travers du bouclier. Et ça, ça je l'ai mal vécu. Ah mais c'est le jeu à chaque fois il arrive à trouver une parade, quoi. Mais ouais les boss c'est vraiment des moments particuliers parce qu'à chaque fois tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu es toujours en train de remanier ta stratégie. Moi j'avais une stratégie assez défensive face au troisième boss du jeu qui est le boss dans la ruche, une ruche particulière. Et donc je me suis fait matraquer parce que justement j'avais une stratégie beaucoup trop défensive et par la suite j'ai dû remanier mon système pour faire en sorte d'avoir la possibilité d'utiliser des choses plus offensives, quoi. Le jeu donne à chaque fois des clés pour parvenir à ses fins. Il a jamais sans questionnement, en mode tu vas galérer, tant pis pour toi. Il te donne quand même toujours les clés pour pouvoir avancer et pour pouvoir affronter les ennemis que tu vas rencontrer sur ton chemin, quoi. Non, c'est assez formidable.
Alors, il y a un autre truc aussi dont je voulais parler, c'est... alors là, on change complètement de sujet, on dérive. Mais c'est par rapport à... Alors, je ne saurais pas me donner le sentiment, l'unicité des environnements Hmm. qui moi, m'a vraiment énormément marqué. Ah ouais, Je mais pense, c'est. Enfin, Et tu sais, contraste est incroyable. tu sais pourquoi du coup l'environnement il est comme ça? Bah oui, tu l'apprends à Ah, la fin, et ça, c'est... Enfin, à la oh, fin, petit à petit, en soi, tu le comprends. tu l'apprends Mais même au troisième chapitre. Là. Tu oui, si comprends jamais que tu prends la... Si la jamais longue tu prends le vue. télescope, ouais, tu vois... Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu, Et ça, tu com- pareil, c'est tout con, mais enfin voilà, ça montre Ah, qu'il y a fallait y penser, une cohérence quoi c'est incroyable. dans le système de jeu. Ouais, mais les zones sont très très cool. Il y a un univers qui gravite à chaque fois qui est assez fantastique. Je pense que le plus remarquable, c'est la vie des termites en fait. Un Oui. espèce de ville un peu comment dire, cyberpunk, en mode gros néon sur les villes, grosse tour. Mais en même temps, qui est un peuple un peu secret, qui a une grosse technologie, etc. Par rapport à, par rapport à la ruche des abeilles, on est dans un contexte un peu plus industriel. D'ailleurs, on explique comme ça justement que c'est de là que vient la nourriture mielleuse du royaume, ce genre de choses-là. Enfin, c'est assez évocateur. Le jeu tranche vraiment à chaque fois ces différents univers. Il y a un passé, il y a un présent qui à chaque fois remis au goût du jour dans chacun des chapitres. Notamment dans le chapitre 4 avec tout le fait de crapahuter dans le désert pour trouver les clés qui est un moment beaucoup de gens considèrent un peu pénible. Moi, je trouve sympa, moi, ce moment. Alors, tu te balades dans le désert. moi, en fait, c'est pas tant que j'ai trouvé ça pénible, c'est que je suis quelqu'un de très mauvaise en orientation, visiblement. Ah, ouais, d'accord. Et justement, tu vois, tu parlais de Tidal Worm. Au lieu de manifestement trouver la sortie et trouver les clés, je me suis retrouvé à rencontrer Tidal Worm, Ouais, qui a été un très mauvais moment. Ouais, en plus, y aller, c'est compliqué, etc., etc. Il y a quelques défauts au jeu, et l'un des défauts, ce serait peut-être la gestion des sauts lorsque tu es comment dire, en phase d'exploration, qui est quand même parfois assez mal foutu. Il faut bien dire ce qu'il en est. Fort heureusement, tu ne perds pas de points de vie lorsque tu tombes à l'eau ou lorsque tu tombes dans un trou, donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, ça fait partie des quelques petits maigres défauts qu'on peut trouver au jeu. Mais non, le château était très sympa. T'as l'exploration du royaume des guêpes aussi, qui est un grand moment parce que tu passes dans une espèce de forêt un peu empoisonnée, etc. Il y a une unicité, mais il y a surtout une différence dans les différents environnements que tu vas traverser. C'est pas juste, on va faire un niveau de poison, on va faire un niveau désertique, on va faire un niveau caverneux. On va essayer à chaque fois de trouver des idées de comment mettre en place tout ça, et ça fonctionne à chaque fois très très bien, quoi. Et Metal Island c'en est le parfait exemple, hein. Metal Island en fait c'est une île au milieu de petites mares, quoi, tout simplement. Qui relie plusieurs endroits. Il y a même une prison dans le jeu qui fait office de dernier grand donjon avant le grand final du titre, quoi. Donc non, mais il y a une uniformité des décors qui est assez intéressante, mais en même temps tu voyages, quoi. T'es pas juste là en mode ok, le jeu il a fait forêt, désert, montagne comme dans un Mario. Non, il arrive toujours à justifier son truc, et ça paraît tout bête, mais à chaque fois tu as une transition entre les différents lieux. C'est-à-dire que lorsque tu vas entrer dans la première zone du jeu qui va être assez herbeuse, avec des herbes bien vertes, que tu vas rentrer dans une zone un petit peu plus comment dire, un petit peu plus ensoleillé, mais aussi un petit peu avec des herbes un petit peu plus jaunâtres, tu vas passer par une caverne pour pouvoir le justifier. Enfin, c'est le jeu, voilà, il arrive quand même à ça. Pour accéder au désert, faut passer par un portail. Ça paraît tout bête, mais c'est des trucs que
c'est des trucs, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font tellement la grandeur de Bug Fables, quoi. C'est assez fou. Il y a aussi un truc que moi, quelque chose qui m'avait énormément marqué dans le jeu, c'est, alors, ce serait faux de dire qu'il y a un côté Metroidvania, parce que ce n'est pas, mais, enfin, c'est pas un Metroidvania, mais je veux dire, le fait qu'on puisse débloquer des compétences, etc., je trouve que c'est beaucoup plus exploité justement que dans Paper Mario, enfin, dans les premiers Paper Mario, parce que moi, quand je faisais les premiers donjons, évidemment, il y a des choses que tu vois comme des rochers, etc., que tu ne peux pas briser. Au début, moi, je me rappelle que les rochers, je pensais que c'était du décor. un peu idiotement, je me disais, bon, un rocher qui bloque une voie, ouais, c'est du décor, c'est sûr. Mais non, en fait, Enfin, personnellement, moi, je me disais pas directement dans les premiers chapitres qu'on allait débloquer des compétences avec les personnages. Je pensais à la limite qu'on allait peut-être débloquer des petits objets, etc. Mais je pensais pas qu'on allait débloquer énormément. Et donc, quand je voyais les petits trucs, donc d'abord, j'avais vraiment... par exemple, je pense au moulin qu'il fallait se tourner avec le boomerang de vie. Alors, c'est très obscur, mais... Du coup, j'essayais différentes méthodes pour réussir à faire tourner le moulin en continu. Jusqu'à ce que, du coup, je débloque le boomerang amélioré de vie. Et là, déjà, de 1, donc j'ai compris comment faire fonctionner le moulin. Mais surtout, j'ai compris que tous les petits détails que j'avais vus dans toutes les zones du jeu, en fait j'ai exploré que 50% du jeu dans la partie que j'avais explorée, quoi. Non, mais ça, c'est un truc et c'est incroyable. Parce ça, c'est fou, ça. Et tu reprends tout le temps du plaisir, ouais, à explorer les zones. Il n'y a pas, en plus avec tous les badges support qui t'aident à pouvoir te déplacer dans les zones sans trop te prendre la tête, c'est vraiment, il y a zéro déplaisir à se balader, c'est juste le bon moment, quoi. Tu prends que le positif. Ouais, c'est ça, tu prends plaisir à te rebalader à nouveau, tu prends plaisir à redécouvrir des lieux que tu découvrais. Et les développeurs, des fois, c'est des tellement gros malins, c'est-à-dire que le twist de Leaf, ils te le mettent devant les yeux depuis le début, mais tu le vois pas parce que tu sais pas en fait. Mais en réalité, lorsque tu rencontres Leaf pour la première fois, la salle d'après, elle t'explique ce qu'est Leaf en fait, tout simplement. Mais du coup, tu le sais pas quoi. Voilà. Non, mais c'est un jeu qui est d'une richesse. Assez extraordinaire. On ne fait que se répéter depuis environ 1 heure, mais ce jeu est tellement extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, mis à part jouez-y, quoi. C'est parce que oui, Outcome, moi du coup j'avais piraté le jeu, mais j'ai acheté la version physique du jeu. Puisque voilà, j'ai tellement adoré le jeu que je me suis dit je peux pas laisser passer cette occasion-là. Non, c'est un jeu qui est tellement extraordinaire, ce serait dommage de passer à côté d'une telle pépite. Et il y a plein de trucs qu'on n'a pas évoqués. On n'a pas parlé du système de cuisine parce que oui, il y a un système de cuisine dans le jeu. Il y a même plusieurs cuisiniers dans le jeu qui vont vous apporter différents plats en fonction de l'endroit où vous êtes. Enfin, c'est fou. C'est dur de tout parler parce qu'il y a tellement de choses. C'est incroyable. Moi, la réflexion que je me suis fait, quand j'ai fini le jeu, c'est vraiment... j'ai eu l'impression de jouer... Alors, en fait, j'allais dire, j'ai eu l'impression de jouer à Paper Mario en mieux, mais même au-delà de ça, j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu qui a réussi à se détacher en plus de Paper Mario, qui a vraiment créé quelque chose de... Et c'était incroyable, quoi. Ah, mais c'est ça, tout est maîtrisé et amélioré. Il y avait un vidéaste qui avait titré lors de sa vidéo sur Bug Fables How Bug Fables transcende Paper Mario, et vraiment c'est le terme. On est vraiment sur quelque chose qui a transcendé Paper Mario. On n'est pas juste sur un hommage à l'héritage, on est sur quelque chose qui a réussi non seulement, comme je l'ai dit, à avoir sa propre identité, mais qui en plus a réussi à se détacher complètement de son carcan de base. Et c'est là où je considère que le moi de l'époque se trompait, parce que le moi de l'époque il disait on va avoir un hommage à Paper Mario, ça va être un bon jeu, il va y avoir quelques trucs sympas,
Non, non, c'est un jeu qui est comment dire, qui est assez, qui va au-delà à chaque fois de tout ce qu'on imagine au fur et à mesure de l'aventure, quoi. Et encore une fois, je ne crois pas avoir joué à un jeu aussi exceptionnel que ce, comment dire, que ce Bug Fables. Et parfois, c'est des moments courts, tu vois. Genre, il y a le théâtre, Oui, qui est une quête annexe, qui est le une théâtre qui est très très peut-être une cool. des meilleures quêtes annexes du jeu, où tu joues une pièce avec d'ailleurs des ennemis que tu rencontreras plus tard si jamais tu le fais assez tôt dans le jeu. Bon, qui est un hommage complet à Paper Mario et la Porte Millénaire, hein, je pense, Oui, sincèrement. oui, c'est sûr. Mais voilà, c'est ce genre de moment, tu t'en souviens, quoi. Tu te dis, ah ouais, ok, c'était ça. Ah ouais, la rencontre avec Zasp et Motiva, qui sont un peu on va dire, la Team Rocket du jeu, quoi. Euh, c'est pareil, c'est des moments dont tu te souviens, le festival Festival des éclats d'étoiles, je sais plus comment il s'appelle. Non, le Harvest Festival, qui a lieu une seule fois dans le jeu. Pareil, c'est un truc, voilà, que tu n'oublies pas, quoi. Il y a toujours des trucs dont tu te souviens du jeu, quoi, parce que le jeu a tellement de charme, tellement de qualité, tellement d'identité que tu te rappelles, tu te rappelles les souvenirs. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer qu'une seule fois à Bug Fables, hein. Et il y a des choses dont je me souviens encore longtemps après, quoi, même si mes souvenirs ne sont pas tout neufs, mais il y a des trucs de dingue, quoi. Il y a des trucs de dingue. Non, voilà, c'est un jour, est-ce qu'on aura un Bug Fables 2? Peut-être. Mais comment tu veux faire mieux que ce jeu? Sincèrement, je vois pas, quoi, hein. Et on n'a pas parlé des musiques en plus, qui sont Oui, exceptionnelles. les musiques qui sont le détail qui vient sublimer le truc, quoi. C'est Ah, les musiques incroyable. sont géniales. Il y a des thèmes qui sont le thème du boss final, bien sûr. Il y a Oui, plein de thèmes que j'apprécie particulièrement dans le jeu. Puis il y a une esthétique graphique et il y a une esthétique musicale aussi de Bug Fables. C'est-à-dire que quand tu entends du Bug Fables, tu sais que c'est du Bug Fables, quoi. oui, oui. Et pareil, première composition de Tristan Alric, qui est français du coup. Voilà, qui a fait un taf monumental sur le jeu, alors que c'est sa toute première composition pour du jeu vidéo, quoi. Non, mais c'est un alignement de planètes absolument insensé, Bug Fables. Quand tu y repenses, tu te dis, mais comment est-ce possible d'aller aussi loin dans une première création, quoi. Et encore une fois, je le dis, ça aurait été un Paper Mario-like avec des insectes qui fonctionnaient très bien. Le jeu aurait été déjà bien, hein. Mais c'est tout ce qu'il fait à côté, quoi, qui est dingue. Je me rappelle même plus à quoi. Il y a les bêtes cristal, c'est vrai, je relis le truc. Je sais même Oui. plus à quoi elles servent, les bêtes cristal dans le jeu. Ah, les baies cristal sont un peu les remplaçants des cristaux d'étoiles, permettent d'acheter des badges bien puissants, enfin des Ah médailles. oui, c'est vrai, il y a ça, ouais, Enfin, c'est. Non, mais c'est dingue. Jouez à Bug Fables si vous l'avez pas fait. Oui, il est en anglais, bah oui, je sais. Mais hein, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Ah non, et puis je trouve, j'ai pas trouvé l'anglais fortement difficile. Non, pas très compliqué. La seule confusion que j'ai fait, que je me suis rendu compte très récemment, c'est j'ai eu le malheur de considérer les guêpes des frelons. Oui, mais bon, ouais, c'est pas Ah, non plus, on n'est pas à ça près. Non, ça va, c'est pas non plus le drame, quoi. Mais voilà, c'est loin d'être un anglais difficile. Si Non. même moi j'ai pu m'y coller, c'est que tout le monde peut. Non, c'est loin d'être un anglais difficile, c'est loin d'être un jeu inaccessible, mais oui, je peux comprendre effectivement qu'il soit qu'en anglais maintenant. Je sais pas où en est la traduction française. Ça fait 3 ans, je crois, qu'il y a des gens qui travaillent dessus. On n'a toujours pas de nouvelles, donc c'est pas. On verra où ça en est. Mais mais ouais, non, c'est un jeu qui est brillant, quoi. Si vous cherchez un jeu indépendant, une pépite de l'indépendant, jouez à ce jeu qui est panaméen, donc il vient du Panama, ce qui n'est pas un endroit d'ailleurs où on développe du jeu vidéo souvent. Ça peut vous convaincre encore un peu plus de découvrir ce jeu, même si on a un peu spoil, quoi, qu'on n'a pas dit beaucoup de choses en réalité. Ouais, sur on n'a Bug pas, Fables. on n'a pas beaucoup parlé Vraiment, d'histoire, on donc vous c'est a bien. pas dit grand chose sur Bug Fables. On vous laisse un petit peu découvrir, on vous laisse découvrir un petit peu tout ça.
Mais ouais, non, c'est un jeu qui est. Mais oui, mais on manque de superlatifs, on revient toujours. Je finis mes phrases en mode c'est un jeu qui est extraordinaire. Oui, on le sait, tu le répètes depuis 1h10. Oui, bah oui, mais bon, à un moment donné, voilà quoi. Des jeux comme ça, est-ce que vous en connaissez beaucoup? Moi personnellement, non. Mais c'est. Ouais, c'est dingue. Non, vraiment, c'est ça, ouais, un jeu merveilleux. S'il y a une conclusion à avoir, c'est ça, bah, justement, comme tu le disais, la fameuse vidéo, c'est... Tu es sans voix, tu es comme moi, tu es sans voix. Moi, sincèrement, je joue à beaucoup de jeux, hein. J'ai l'occasion de voir beaucoup de jeux passer. Et beaucoup de très très grosses pépites. Hein. Comme je le redis à nouveau, Bug Fables, j'ai 2 défauts à lui reprocher, c'est sa jouabilité sur les phases de déplacement, qui n'est pas forcément toujours très, très facile, et ses quêtes de nourriture, parce que des fois on te demande d'aller récupérer des ingrédients et c'est pas toujours très clair. Quand tu reproches ça à un jeu vidéo, bon, je pense que on n'est pas trop mal en termes de qualité. Hein. Après, je peux me tromper, mais non, mais c'est. En plus, la communauté est incroyable. Il y a une communauté qui est dingue. Ils font encore ils font des comment dire, des dessins. Ils font des mini-films, des musiques. Ils font des trucs. Enfin, en plus, c'est une belle communauté aussi. C'est un jeu qui a réussi à fédérer au-delà de ça, qui est le porte-étendard de ce qu'on appelle le Paperverse aussi, qui est en gros un ensemble de groupes de jeux indépendants qui se développent autour de Paper Mario. Voilà. Donc il y a eu Borns of Red qui est sorti en fin d'année, qui pareil est issu de cet univers du Paperverse. Baladin qui est issu de cet univers du Paperverse. Mais le gros représentant aujourd'hui, le représentant qui a mis tout le monde d'accord, c'est Bug Fables, et c'est un jeu qui fera pas date parce que c'est un jeu qui est pas connu malheureusement, mais ça fait pour moi partie de ces très 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 grands jeux, et si on a pu ne serait-ce pendant 1h15, voire un peu moins, voire un peu plus, vous inciter à découvrir cette pépite, et ben j'en serais totalement ravi, parce que puis s'il faut refaire des podcasts tous les jours pour vous convaincre de jouer à Bug Fables, c'est pas un problème. Hein. Ouais, de toute façon, ça me redonne envie d'y jouer, tu vois. C'est rare, hein. C'est rare les jeux qui me redonnent envie de jouer, tu vois. Non mais voilà, on manque de mots, voilà. Non, vraiment, oui, c'est un jeu incroyable. Enfin, il permet vraiment de. C'est une expérience que tu vas retenir longtemps, quoi. C'est inoubliable, je pense, on peut le dire. Je pense. Moi de mon côté, oui, c'est inoubliable. Ça, il fait partie des. Il fait partie des très grands jeux. C'est simple. Moi, j'ai donné parce que je note des jeux sur Sens Critique. J'ai donné 3 10 sur 10. J'ai donné un 10 sur 10 à Chrono Trigger. J'ai donné un 10 sur 10 à Short Hike, qui est une pépite, je trouve. Et le troisième 10 sur 10, c'est Bug Fables qui l'a, quoi. Parce que c'est un jeu qui est tellement. Qui est pour moi tellement proche de la perfection, quoi. Alors après, oui, mais il y a des gens qui vont dire oui, mais le scénario, oui, mais ceci, oui, mais cela. Mais faut remettre aussi en perspective le budget qu'a les équipes, faut remettre en perspective la taille des équipes. Ils sont 4 à bosser dessus. Ils sont 4 à bosser sur ce jeu. Et il y a des gens qui sont 250, 300, qui bossent sur des jeux et qui tombent très facilement dans des pièges dans lesquels Bug Fables n'est pas tombé, quoi. Et après, ça s'invente pas, tout ça s'invente pas. C'est de la connaissance, c'est de l'expérience, c'est de la compétence. Oui, c'est un jeu qui me marque, qui m'a marqué. À titre personnel, il m'a marqué parce que l'une des premières personnes de l'industrie que j'ai pu interroger, c'est Tristan Alric, même s'il avait bossé uniquement sur Bug Fables et que c'était pas vraiment quelqu'un de l'industrie, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a, comment dire, avec qui j'ai une certaine affinité maintenant, et c'est un jeu qui me marquera parce que c'est un jeu qui est bon, on le répète depuis 1h15, mais voilà, vous avez compris. Non, c'est ça. Je pense, oui, en soi, qu'on a fait le tour. Enfin, qu'on a fait le tour. On va dire que là, on tourne pas mal en rond.
Mais voilà, en soi, il y aurait toujours des choses à dire. Ne serait-ce qu'on pourrait commencer après à étudier le scénario en détail, partir dans un délire analytique et tout, mais c'est pas le but de l'émission non plus. Mais c'est vrai que voilà, quand vraiment, il y a tellement de choses tellement de choses qui sont incroyablement bien exécutées dans le jeu, c'est fou. Et c'est ce que tu disais, c'est dire que c'est fait par une équipe de 4 personnes. Alors que j'en arrive à dire, sans même pas prendre l'argument indépendant en compte, j'en arrive à dire que c'est un jeu qui a dépassé Paper Mario. Ça reste... Paper Mario, c'est pas fait par 4 personnes, quoi. Enfin, c'est une vraie équipe derrière. Non, mais après, c'est toute une expérience aussi qui a été acquise au fur et à mesure du temps. Paper Mario La Porte Millénaire, tu y rejoues aujourd'hui, puisque moi j'ai eu l'occasion de rejouer à la version Switch il y a pas longtemps. Tu sens quand même qu'il y a des tares, tu vois. Il y a des allers-retours qui sont un peu pénibles, il y a des trucs... voilà. Donc après, Bug Fable se nourrit aussi de cette expérience-là que d'autres ont eu avant lui, quoi. Mais moi, ce que je retiens, c'est surtout que oui, tu as un jeu qui à chaque fois que tu pointes quelque chose, un défaut ou un détail, ce genre de choses-là, le jeu va te dire non, tu as tort parce que j'ai fait ça et ça, moi je trouve ça fantastique. Alors oui, c'est pas Outer Wilds, oui, c'est pas Elden Ring, oui, c'est pas Baldur's Gate 3, oui, c'est pas tous ces grands jeux-là, mais on s'en fout en réalité, parce que moi, ce que j'attends d'un jeu, et si tous les jeux pouvaient être comme Bug Fable, moi ça m'irait très bien. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais moi, ce que j'attends d'un jeu, c'est qu'il me procure autant de plaisir, autant de comment dire, autant de plaisir et autant de qu'il arrive toujours à répondre à mes interrogations et qu'il arrive toujours à me montrer qu'il est plus malin que les autres, quoi. Et il y a Chia l'année dernière qui était sorti, qui pour moi faisait ça, qui le faisait même très bien. Et pourtant les gens vont faire oui, mais le jeu il ressemble un peu trop à un jeu Ubisoft, un jeu Assassin's Creed, etc. Mais quand tu analyses Chia, tu vois qu'il y a des décisions de game design qui ont été particulièrement bien réfléchies et mis bout à bout, tu vois que le jeu il est super bien pensé de A à Z, quoi. Et Bug Fable, c'est exactement ces idées-là, quoi. Dire que oui, c'est pas le jeu qui va avoir le plus gros budget, oui, c'est pas le jeu qui va être le plus impressionnant, mais tout ce qu'il fait, il le fait tellement bien. Il est pas révolutionnaire, et tout ce qu'il fait, il l'exécute à la perfection, quoi. Et je préfère avoir ça qu'un jeu qui se veut révolutionnaire et qui se loupe parce qu'il est trop imbu de sa personne, quoi. Parce que la volonté de Bug Fable, ça a jamais été de dire on va faire mieux que Paper Mario. Ah bah bien sûr. C'est toi, quand tu joues, tu te dis ok, les mecs, on fait mieux que Paper Mario, quoi. Mais la volonté des gars qui ont bossé dessus, c'était juste on veut faire un hommage à Paper Mario, on a une idée, on va développer l'idée. Et ils sont allés à fond. Mais Tristan Alric me le disait, les développeurs qui étaient derrière, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Et à partir du moment déjà où tu as des développeurs qui savent ce qu'ils veulent faire, généralement c'est bon signe, quoi. Ça veut dire que tu as des gens qui sont responsables et qui infusent correctement dans leurs projets, leurs idées et qui mettent tout en place pour les rendre cohérentes les unes avec les autres. Et ça ne se trompe pas. Bug Fable, c'est ça, quoi. C'est la somme de la cohérence des idées. Ah, je pense que ça fait une bonne conclusion en soi. Là. Ah, c'est 1h10 de vidéo, je pense. Peut-être même peut-être un peu plus, ouais. Mais non, oui, que dire que voilà. Dire de plus, en fait. Je pense que tu peux appeler l'épisode comme ça, Bug Fables, 2 petits points, que dire, point d'interrogation. Non, mais c'était très cool de discuter, en tout cas, oui, de notre expérience avec toi. Parce que moi, enfin voilà, on le répète, c'est un jeu qui nous a tous les deux énormément marqué. Une expérience incroyable. Et je pense que c'est super intéressant justement aussi de découvrir ça en discutant et de faire découvrir à d'autres personnes aussi, soit des personnes qui ont déjà joué au jeu, les faire voir l'avis d'autres personnes, se dire ah je l'avais pas vu comme ça, etc. Et puis juste ceux qui n'ont pas joué. Et normalement, si vous n'avez pas envie d'y jouer, voilà, quand on a passé 1h30 à le qualifier de tous les voilà. C'est ça. Simplement. Non, voilà, vraiment.
Vraiment, oui, très bonne expérience comme jeu. Et puis, s'il y a une chose à dire, c'est jouez-y, essayez, au moins essayez. Au moins essayez, Ouais, donner une après chance. le jeu démarre un peu lentement, mais une fois qu'il est lancé, c'est après il y a toute l'expérience, toute mon expérience, tout mon vécu de joueur qui fait Oui, ce qui fait que je raisonne comme ça. Ça se trouve les gens vont pas l'apprécier, mais vont le trouver peut-être un peu trop lent, un peu trop les combats un peu trop lents. Effectivement, les combats sont pas forcément très rapides, mais c'est pas forcément le truc qu'on retient le plus de Bug Fables. oui, c'est ça. Mais moi, pour parler de jeux vidéo, pour étudier le jeu vidéo, c'est c'est très très rare d'avoir des jeux comme ça, quoi. C'est très très rare d'avoir des jeux comme ça. C'est très très rare d'avoir des jeux qui soient autant. Voilà. Non, et bah écoute, je pense que c'est c'est sur cette conclusion finalement qu'on va clore cet épisode de Subjectif. Les mots me manquent. Les C'est mots ça. tardent. Je pense à moi aussi et je pense de toute façon c'est difficile de définir une expérience qui nous a autant marqué. C'est aussi ça la difficulté de Subjectif au final. Oui, puis elle est pas émotionnelle cette expérience. Oui, C'est-à-dire que c'est pas un jeu comme FF7 où tu vas pleurer ou je ne sais quoi, ou Nier Automata qui va te faire réfléchir ou ce genre de choses là. C'est juste une expérience purement vidéoludique, quoi. Et en termes de ludisme, Bug Fables c'est le panthéon du panier, quoi. C'est et Ah ouais, ça c'est peut être ça, ça c'est peut ça. être aussi un reproche fait au jeu, hein. C'est le fait que oui, bon bah vous êtes bien sympa avec vos histoires d'insectes, mais bon moi j'ai joué à FF7 Rebirth et j'ai pris une claque beaucoup plus intense que jouer à votre espèce de truc qui avec vos insectes là. Mais ouais non mais c'est surtout une expérience ludique Bug Fables en fait, plus que émotionnelle ou ce genre de choses là. C'est au niveau du ludisme pour moi c'est la perfection. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord, c'est. Jouez-y. Voilà, jouez-y. Jouez-y. Non, bah. Écoute. J'espère que ça t'a plu du coup de passer Ah bah, sur la grand NAG plaisir. pour Grand discuter de Bug plaisir. Fables. Grand plaisir. Moi je suis toujours partant pour discuter de bons jeux, de grands jeux. Et Bug Fables étant un grand jeu que j'admire beaucoup et dont je fais le forcing pour faire en sorte que les gens y jouent. C'était un vrai plaisir de venir. Et puis voilà, on espère que cet épisode vous a plu. On espère vous avoir convaincu de découvrir ce jeu. Ne serait-ce que de le découvrir, ne serait-ce que juste d'aller checker la page Steam ou autre pour le découvrir. Il est sur toutes les plateformes, il est sur Switch, il est sur PS4, PS5, il est je crois sur Xbox Series, il est sur Steam, ça c'est sûr. Voilà, vous avez totalement l'occasion de pouvoir y jouer. Il doit pas coûter très cher, il doit coûter une quinzaine, une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Et pour la qualité de jeu que c'est, ça les vaut largement, largement. Non, ouais. En tout cas, oui, j'espère que cet épisode de Subjectif vous aura plu. N'hésitez pas à voir éventuellement pour la suite de l'émission, à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous voulez pour la suite, qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce qui vous a plu dans la formule, etc. Si jamais vous voulez éventuellement d'autres épisodes, je sais pas si toi t'es intéressé, peut-être de parler d'autres jeux par-ci Ah mais par-là. moi, Chrono Et Trigger, par exemple, voilà, si jamais tu veux faire. Okami, Short Hike, Slide, moi les grands jeux, bah, faut tout le temps en parler les grands jeux, hein, Voilà, c'est ça. Donc, c'est, si jamais, oui, vous voulez voir d'autres collaborations de ce genre, n'hésitez pas à proposer. Et puis, on se retrouve, je l'espère, très rapidement pour une prochaine vidéo. Et puis, bah, profitez bien de votre semaine. Et puis, à la prochaine. Salut à tous, salut à toutes.